Madame, Messieurs, bonjour, chers internautes et confrères et consoeurs architectes, je vous salue. On se retrouve dans ce deuxième numéro concernant la différence entre l'architecte et l'ingénieur génie civil. Pour terminer cette différence, en premier lieu, on a parlé de ce qu'on appelle la différence technique entre l'architecte et l'ingénieur génie civil. En exerçant, c'est-à-dire qu'en architecture, lorsqu'on négocie avec un client un maître d'ouvrage, on parle de ce qu'on appelle le produit final. D'accord? On présente un projet d'esquisse, c'est un résultat à atteindre. C'est un plan, c'est une maquette, c'est un projet réel. Vous voyez? C'est-à-dire l'image finale, c'est-à-dire on présente un projet d'un client donné qui n'est pas censé avoir une connaissance en domaine de bâtiment pour qu'on lui, comment dirais-je, réaliser un petit projet. Le projet, c'est-à-dire concerne l'espace intérieur vivable ainsi que l'image du projet de l'extérieur, c'est-à-dire qu'un produit final tout simplement. Quant au génie civil, on ne peut pas faire ça parce que le génie civil a toujours besoin d'un plan d'architecte pour qu'il calcule les poteaux, la structure demandée et qui a été convenu entre l'architecte et le maître de l'ouvrage, c'est-à-dire le patron. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si c'est l'architecte qui conçoit la structure ainsi que son positionnement, le type et le positionnement, parce que ça influence directement le budget qui a été l'enveloppe du projet, qui a été aussi négocié et arrêté avec le maître de l'ouvrage ou le client tout simplement. Donc, l'ingénieur vient après pour faire des calculs. Bien, ce sont des calculs évidemment avancés, etc., le séisme, etc., contre le ventement, etc., protection, poids propre, les moments, tout ça, c'est un mélange de calculs avancés exercés pour la structure du bâtiment. Mais là, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que l'importance revient à l'architecte parce qu'il est considéré comme un chef d'orchestre. D'accord? Bon, dans ce deuxième numéro, on va parler de la différence entre mes trois architectes préférés de la première génération. On va parler de Le Corbusier, Alvar Aalto et Frank Lloyd Wright. Ces trois architectes, on va les présenter comme ça rapidement, un petit aperçu, et on va présenter ce qu'on appelle la différence entre eux. La différence entre eux, c'est-à-dire pourquoi? Pour mieux cerner l'architecture, pour mieux comprendre la différence entre le domaine de l'architecture et le domaine du génie civil. Commençons, veuillez suivre avec moi à l'écran. Donc commençons par Le Corbusier. Le Corbusier, madame, messieurs, il est connu par étant un plasticien. Un plasticien qui n'arrête pas, lors des sculptures, etc., qui n'arrête pas à déformer les formes. Et on voit par exemple dans cette Notre-Dame de... J'ai oublié le nom. C'était cette église. L'audace de la toiture, etc., des formes bizarres qui sortent de l'ordinaire. D'accord? C'est un projet ponctuel. Mais quand il s'agit le Corbusier réellement parler, c'est ça, c'est la radieuse, c'est la maison, la Villa Savoie. Et pour moi, pour mieux comprendre, pour vous faciliter les choses, parce qu'on n'a pas le temps de parler de Le Corbusier, même si je prépare des vidéos à la suite. Donc, dans cet aperçu, on va parler un peu de le principe de Le Corbusier. Le Corbusier, les sociologues ont défini son principe autant l'ensoleillement, verdure et l'air pur. Ah, pourquoi? Parce que l'époque où il a vécu Le Corbusier, il a été comment caractérisé par, ou bien marqué par la révolution de l'industriel. Et la révolution industrielle au niveau de l'Europe a des effets de la pollution, et que selon Le Corbusier, l'homme devenait guidé par la machine. Donc la vision de Le Corbusier était, comment dirais-je, de rendre l'homme, l'être humain, à des conditions naturelles. C'est-à-dire lui assurer un certain équilibre ou selon Le Corbusier qu'il a perdu à cause des effets de la révolution industrielle. D'accord? Et là, madame, monsieur, par rapport Le Corbusier, c'est-à-dire que malgré qu'il est un plasticien, malgré qu'il est un artiste de base, etc., c'est-à-dire, quand il s'agissait de l'architecture, il préféra opter pour des formes simples, rien que pour réaliser, marquer, matérialiser sa vision de vouloir rendre l'homme à des conditions naturelles. Comment? C'est-à-dire à travers
la réalisation, par exemple, par des façades libres de la structure, c'est-à-dire qu'on peut faire des fenêtres le long des façades. Par exemple, la maison Savoie ici, voyez que les fenêtres, voyez ces fenêtres en bande pour permettre un maximum d'éclairage et ensoleillement à l'intérieur de la maison, d'accord? Et quand on parle d'un maximum d'ensoleillement à l'intérieur de la maison, on parle de ce qu'on appelle le côté hygiéniste. Déjà, les sociologues ont défini que c'est un mode de vie hygiéniste à assurer pour ses clients, etc. Quand on parle aussi des fenêtres en bande, au maximum de fenêtres en façade, c'est on assure une continuité, comment dirais-je, le plus étendu possible avec l'extérieur, donc la verdure, d'accord? Les pilotis ont pour but non seulement d'alléger les ouvrages, etc., mais selon Corbusier aussi, par exemple, lorsqu'il répondra à une question concernant la cité radieuse, elle a été construite sur des pilotis et que ces pilotis avait pour but de permettre la continuité de la vie même sur le bâtiment. Il y avait même des espaces verts qui entrent, etc. Donc, pour le Corbusier, l'espace vert, non seulement fallait assurer, mais aussi assurer un maximum de contact visuel. C'est-à-dire que c'est comme on veut entrer des espaces verts à l'intérieur des bâtiments. Et c'est vrai qu'il y a eu des projets comme ça qui n'ont pas été réalisés. Mais Le Corbusier, il a fait ce qu'on appelle des jardins suspendus, etc., etc., dans des balcons, etc. Donc Le Corbusier, le côté art dans sa vision de vouloir être utile à sa société à travers son choix, comment dirais-je, sa, sa voie en choisissant comment une porte vers le domaine de l'architecture en général était bien présent. C'est-à-dire que il a laissé à côté son choix personnel et son choix personnel, le fait qu'il y ait un sculpteur, un peintre et que à un moment il a la possibilité de déformer les choses pour qu'on passe au spectaculaire. Non, il a préféré le côté artistique, c'est-à-dire que le message était si important. C'est pour ça que le Corbusier est le plus artiste parmi les architectes de la première génération. Donc il est le plus architecte parce qu'on ne peut être architecte si on n'est pas artiste. Si on n'est pas sensible à notre peuple, à notre société, etc. etc. Donc, d'où le Corbusier obtient de l'importance par rapport à sa vision, etc. et ce qu'il a fait comme architecture, etc. Par exemple, la cité verticale. La cité verticale a été pour but de libérer le terrain. Le terrain pour la verdure, c'est-à-dire la montée en hauteur. C'est pas la montée en hauteur, c'est-à-dire comme qu'on connaît tous de nos jours, c'est-à-dire les immeubles, etc. pour faire bénéficier des gens, par exemple, un site donné, un maximum, donc la multitude des niveaux. Non. Le Corbusier, il a voulu opter pour la cité verticale pour libérer de l'espace vert, un espace vert important, très important, en sommet. C'est pas la même chose, d'accord? Notez la cité verticale et vous n'avez qu'à chercher pour mieux comprendre. Maintenant, on passe à Alvarado. Alvarado, c'est un architecte finlandais de la première génération, fictionniste, etc. C'est un pionnier, mon préféré. Mais chez Alvarado, on parle beaucoup plus de ce qu'on appelle l'intelligence. Pourquoi? Parce que son principe, il était connu comme la fusion de l'idée, de la forme et de l'art de vivre. La problématique, on ne peut pas parler que comme le cas de Corbusier, il n'avait pas par exemple des effets de la révolution industrielle, même s'il y avait, mais ils n'étaient pas si présents chez Alvarado. Pourquoi? Parce que Alvarado, il a été, comment dirais-je, conscient par rapport à la responsabilité de gérer un budget énorme, quelle que soit la construction d'un bâtiment, d'un projet, etc. Pourquoi? Parce qu'en étant un architecte, on a la responsabilité de maîtriser un grand budget pour une telle ou telle opération. Et l'intelligence d'Alvarado a fait qu'il voulait être sensible à cet acte de vouloir bâtir, de vouloir réaliser, que ce soit public ou privé, c'est-à-dire un maître d'ouvrage public ou privé. Donc la responsabilité implique une vision adaptative. Ça veut dire que c'est-à-dire que c'est pour Alvarado, il était inconcevable
de vouloir passer à côté en réalisant un projet. Euh, Pourquoi? Parce que c'est la responsabilité il a été conscient de la responsabilité envers ses clients. Le fait dans la gérance des budgets, c'est-à-dire de la transformation de projet. Je ne sais pas si vous m'avez compris, veuillez m'excuser pour mon français basique, mais c'est ça, c'est pour ça il a opté pour un principe adaptatif, c'est-à-dire que pour la vision d'Arvalato, c'est-à-dire que il faut travailler avec de l'existant, tout simplement. Il faut travailler avec la commande du maître d'ouvrage. Il faut travailler avec la nature du projet tout en premier lieu. C'est-à-dire que on ne peut pas parler de la réussite des projets, ce n'est pas logique. Et ce qui me plaît chez Alvarato, parce que c'est vrai, on ne peut pas parler d'un bon projet alors que l'idée de base passe à côté. C'est-à-dire, si on n'est pas rationnel et logique dans nos approches de projet, on ne peut pas parler de réussite. D'accord? C'est impossible. On ne va pas parler de façade belle ou beau projet, je ne sais pas, dans ce sens, si on n'a pas réussi et assuré l'intelligence des priorités. Voilà, c'est-à-dire qu'en observant le site, en observant la commande du client, en détectant s'il y a des choses réalisables ou pas, s'ils ne sont pas réalisables par rapport au site et qu'il faut les réaliser parce qu'il faut, par exemple, etc. Donc, qu'est-ce que la solution commode doit être? C'est ça le Arvalato. Et madame, messieurs, si vous voyez avec moi, le côté forme ici, là, il est assuré parce que quand on dit la fusion de l'idée, de la forme et de l'art de vivre, c'est que la forme du projet, l'art de vivre ainsi, c'est-à-dire le fonctionnement intérieur et l'extérieur, etc., il doit refléter, représenter directement l'idée, d'accord? Voilà, par exemple, la bibliothèque de Helsinki. La bibliothèque, quand on parle de bibliothèque, il y a ce qu'on appelle la concentration, de vouloir concentrer à ce qu'on fait comme lecture. Donc aussi, à la fois, on a besoin des écrans, des murs pour ranger les livres et exploiter le milieu. C'est pour ça qu'on voit des murs aveugles plus haut, etc. Et que l'éclairage des espaces a été fait par des lanternaux. D'accord? Donc la forme générale du projet exprime directement, illustre directement le fonctionnement du projet. C'est pour ça qu'ils sont fonctionnalistes. Mais aussi parce que c'est la fusion de l'idée, de la forme et de l'art de vivre. Il se peut notre architecte a pu réaliser après 2,50 m, 3 mètres de rangement du livre, des fenêtres en longue au-dessus. Mais Alvalato, il a voulu assurer son choix en faisant des murs aveugles et que l'éclairage soit par des lanternaux. Lanternaux, tout simplement, ce sont des trous au niveau de la toiture pour permettre l'éclairage naturel, direct ou indirect. D'accord? Donc, quand on dit la fusion de l'idée, de la forme et de l'art de vivre, madame, messieurs, il faut aller au maximum de ces termes, de ces mots qui fusionnent. Il faut aller au max, parce que ce sont des architectes pionniers. Ce sont des architectes, source d'inspiration principale des stars de nos jours. Même s'ils ne les déclarent pas, mais j'en suis sûr qu'ils ont commencé par là, d'accord? Et même plus loin alors. Alors, Frank Lloyd Wright, par exemple, pour mieux aussi comprendre la différence entre eux, son principe était l'architecture organique et l'extension des intérieurs vers l'extérieur. Donc, il s'agissait d'un choix, parce qu'il aimait la nature, il croyait que la nature est source d'inspiration de tout phénomène ou toute réalisation qu'on veut opter dans cette vie, etc. Et personne, ni jury, ni critique, on ne peut pas dire que t'as tort, monsieur, la nature n'est pas toujours une source d'inspiration, d'accord? On ne peut pas dire ça à Frank Lloyd Wright. C'est pour ça que, c'est-à-dire que quand on dit l'architecture organique, comme le bâtiment Jonson, il s'inspira les poteaux champignons, là où il a défié les ingénieurs, etc., les maîtres d'ouvrage, où ces poteaux étaient destinés de supporter 6 tonnes, je ne sais pas combien, alors qu'ils ont supporté plus 10 fois la quantité ou bien la masse voulue porter comme projet, d'accord?
Pourquoi? Parce il s'inspira de la nature, une tige de fleurs et je ne sais pas comment la structure, etc. D'accord? Donc, vous voyez, chacun il a sa vision et chacun il a sa manière de voir les choses. C'est pour ça que l'architecture est un domaine riche, c'est un domaine, si c'est l'architecture, c'est un grand hall bordé de plusieurs portes et que chacun choisit sa porte et a toujours raison. Donc le client ou bien un maître d'ouvrage, c'est les architectes se spécialisent ou prend choix, etc. comme vision. Il se peut que par exemple moi, en tant que client, je ne vois pas au clair le béton de Le Corbusier. Donc je passe chez Alvarado pour travailler avec du bois. C'est un pionnier, c'est un magistrat dans ce domaine, d'accord? Et ce qui fait la richesse de l'architecture, d'accord? Le génie civil, c'est un domaine aussi par son côté évolutif. Hmm, Il concerne aussi la technique des matériaux, c'est-à-dire qu'une fois on a un matériau nouveau, il révolutionne un peu le domaine de la conception en général, d'accord? Mais au domaine de l'architecture, par rapport au génie civil, l'architecture est beaucoup, beaucoup plus riche. Même en architecture, si on a un projet urbain, on parle des projets urbains et qui rayonnent sur une échelle importante. Donc, comment dirais-je, l'ingénieur génie civil sera écarté en troisième position. Vous voyez ce que je veux dire? Si on parle d'urbanisme, c'est d'un projet urbain, etc. D'accord? Et voilà, si vous avez quelques questions, madame, messieurs, je serai là et je vous répondrai avec plaisir. Merci et à la prochaine.